Madame la vice-première ministre des Affaires étrangères, Sharon Haskel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Aux yeux du monde, lorsqu'Israël attaque l'Iran, Israël est coupable. Lorsqu'Israël attaque le Hezbollah, Israël est coupable. Comment le ministère des Affaires étrangères s'y prend-il pour convaincre les dirigeants du monde que nous menons une guerre juste? Je vais le formuler ainsi. Sur le plan diplomatique, ils savent que nous nous défendons. Et ils savent aussi que nous défendons le monde libre. Je ne pense pas que vous trouverez un dirigeant qui souhaite voir l'Iran doté de l'arme nucléaire. À maintes reprises, ils se sont prononcés contre le fait de voir l'Iran posséder la bombe atomique et contre le programme nucléaire de Téhéran. Le problème, c'est que tout le monde a peur de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'un de ces régimes qui est le plus hostile à la démocratie de disposer de l'arme de destruction massive la plus redoutable et la plus puissante du monde. Et lorsque l'État d'Israël, en collaboration avec les États-Unis comme partenaire du monde libre, met en œuvre les processus difficiles qui s'imposent pour les empêcher d'acquérir des capacités de destruction massive, car c'est bien de cela qu'il s'agit, tous ces dirigeants préfèrent se réfugier derrière des petites décisions politiques internes, au lieu d'entamer une réflexion politico-stratégique sur la manière dont ils vont défendre leur pays. Et là, malheureusement, l'Europe échoue à plusieurs reprises. L'Europe ainsi que d'autres pays fait passer ses intérêts électoraux internes avant ses intérêts sécuritaires, politiques et stratégiques. On assiste donc à un phénomène étrange. Plusieurs pays européens, notamment la France, s'éloignent d'Israël alors que les pays musulmans du Golfe Persique ont décidé de se rapprocher d'Israël. Comment expliquer ça? Tout d'abord, les pays du Golfe ont vécu durant la dernière guerre une expérience terrible. C'est vraiment un événement historique dont je ne suis pas sûre que tout le monde mesure la portée. L'Iran tire des missiles balistiques sur des pays qui constituaient autrefois sa première ligne de défense. Cela change tout. Ça change la donne. Et nous avons vu lors des dernières frappes aériennes menées contre les Émirats arabes unis que les autorités émiraties ont dû fixer de nouvelles lignes rouges et ils devront, à mon sens, réagir à ces attaques. Ce sont des attaques inacceptables et on se rend compte que l'Iran est le pays agresseur. Maintenant, dans la situation où on est, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le monde subit d'énormes bouleversements. L'ordre mondial subit d'énormes changements. La faiblesse des puissances européennes, les crises économiques, la montée en puissance du pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. L'équilibre des pouvoirs dans le monde est en train de changer et cela ne change pas seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan militaire. Tous ces pays ne se contentent pas de développer leur économie, ils renforcent aussi leur puissance militaire, leur capacité d'attaque et en parallèle, l'Europe s'affaiblit de plus en plus. Sa position se retrouve reléguée aux oubliettes. Et ici, vous savez, il y a deux facteurs stratégiques qui œuvrent contre les démocraties occidentales. C'est les frères musulmans et le corps des gardiens de la révolution islamique. Ils agissent stratégiquement contre l'Europe et les dirigeants là-bas, dans certains cas, détournent le regard. En Europe, il y a aussi une division entre la droite et la gauche, toutes deux européennes, différentes de ce que nous avons connu jusqu'à présent. L'une est le mouvement de la mondialisation, le mouvement de l'immigration qui entraîne des problèmes, la radicalisation, la violence qui sévit au Moyen-Orient. Ce mouvement œuvre contre la fierté nationale, contre le patriotisme, contre la préservation de la culture, du patrimoine, de l'histoire. Et aussi, on voit que l'Europe est de plus en plus divisée entre ces deux camps. Israël se retrouve pris en otage dans ce conflit. C'est le symptôme visible entre les mouvements de droite et de gauche en Europe. ובסימפטום הזה שישראל נקראת, ואין מה לעשות, היא נמצאת בצד של מי שנלחם אל מול האסלאמיסטים הרדיקליים, אל מול אלה שנלחמים אל מול החירות והדמוקרטיה והחופש,
אז הרבה פעמים גם בפוליטיקה המקומית זה תופס צד בין ימין לשמאל. Malgré le cessez-le-feu à Gaza et aussi en Iran, la haine des Juifs va en augmentant. Alors quel est le rôle du ministère des Affaires étrangères pour mieux protéger les Juifs dans le monde? מה התפקיד של משרד החוץ כדי להגן טוב יותר על היהודים בעולם? Tout d'abord, il est important de dire que nous avons des milliers de personnes qui accomplissent des choses inimaginables pour défendre les communautés juives à travers le monde. Au sein de représentations, d'organisations, de ministères liés à l'État d'Israël qui travaillent ensemble et coopèrent pour déterminer comment nous pouvons défendre ces communautés. Au ministère des Affaires étrangères également, nous travaillons sans relâche, que ça soit sur le plan juridique, dans les médias ou la diplomatie. Nous exerçons une pression considérable sur tous les acteurs. Nous devons leur faire assumer leur responsabilité de protéger les communautés juives et nous ferons tout pour garantir leur sécurité. Malheureusement, il y a des gouvernements qui œuvrent contre la sécurité de leurs citoyens et contre ces minorités juives d'une manière qui, je dois le dire, ne me surprend pas vraiment. On regarde cette division entre la droite et la gauche, ils font preuve d'une hypocrisie sans nom, notamment en Belgique et en Grande-Bretagne. Attendez, Sharon, pardon, ce que vous dites est très grave. Si je vous suis, cela signifie que ces dirigeants le font exprès ou qu'ils sont inconscients de leurs actes. Comment expliquer ça? Je pense que ces dirigeants font des compromis politiques sur le dos des communautés juives. Nous vivons à une époque où si l'on prend la Belgique, si quelqu'un s'en prenait à des mosquées ou incendiait des commerces d'immigrés africains, si quelqu'un se promenait dans la rue et s'en prenait à des homosexuels, ces mêmes dirigeants auraient déjà décrété l'état d'urgence. בתהלוכת רכבים בתוך שכונה שנחשבת שכונה להט"בית וקורא תאנסו את כל הלהט"בים ותרצחו את בני הזוג שלהם, היה מוכרז מצב חירום. Il y aurait des cris et des hurlements et les médias en auraient déjà parlé toute la journée. עושה מזה כזה בלגן. אוקיי, ולצערי אתה רואה? Mais aujourd'hui, vous voyez, on agresse un juif, là c'est silence total. Ces dirigeants achètent le silence social. La diabolisation des Juifs fait partie de la norme dans les cultures venues d'Afghanistan, du Pakistan, de Syrie ou d'Irak. L'antisémitisme, la diabolisation des Juifs est dans leur tête et dans leur culture depuis longtemps. Des gens qui ont influé ces dernières années sur le sol européen. Il n'y a pas d'assimilation avec ces gens-là. Les dirigeants de ces pays ne sont pas parvenus à les intégrer à leur modèle social, à leur enseigner les valeurs de démocratie, de tolérance, de liberté, de protection des minorités et des droits des femmes. Toutes ces valeurs se perdent. Et l'Europe perd sa culture, c'est exactement ce qu'on veut dire. Les politiciens européens se servent de ces populations comme un tremplin politique. Regardez les dernières élections en Angleterre. 200 représentants politiques élus grâce à ces communautés d'immigrés musulmans. Ils ont besoin de diviser politiquement ces communautés, de vendre leurs valeurs, d'adopter cette attitude et de défendre ces identités, ces symboles et ces drapeaux qu'ils abordaient auparavant pour le bien de leur siège. Et je dois dire que peut-être en tant que politicien, vous savez, je comprends cette logique politique, mais je ne suis pas du tout d'accord avec elle, et je ne le serai jamais d'ailleurs. Je pense que dès qu'un politicien vend ses valeurs personnelles pour garder son siège, c'est qu'il y a un grave problème et qu'il doit faire un examen de conscience très profond. Israël lutte contre la présence des frères musulmans à travers l'Europe et contre les attaques des Iraniens. Nous avons vu en Belgique, à Liège, une explosion devant la synagogue là-bas. Alors comment l'État d'Israël peut-il influencer et lutter contre cette présence terroriste?
D'abord, il faut savoir que l'État d'Israël transmet de nombreuses informations aux services européens sur les organisations criminelles qui opèrent sous le couvert d'organisations comme les Frères musulmans, les Gardiens de la Révolution, le Hamas ou le Hezbollah. Vous savez, toutes ces organisations opèrent là-bas en Europe, au travers d'attaques terroristes, de camps d'entraînement, de crimineux, de violences diverses. Ces informations circulent. Nous coopérons activement avec les services européens, même avec des pays avec lesquels nous avons des relations diplomatiques compliquées. Nous avons d'ailleurs mené une réflexion à ce sujet. Fallait-il vraiment rompre ces liens sécuritaires et de renseignement avec ces pays? On en a conclu qu'il s'agissait tout de même de sauver des vies humaines, des Juifs, des Belges, des Britanniques, des Français, des Espagnols, et ça fait partie de notre travail. Et vous dites que les parlements luttent contre la présence de ces organisations sur leur sol. Je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas ce que je vois. Je vois des pays comme le Qatar et la Turquie qui chassent les frères musulmans hors de leur territoire, alors que côté européen, ces organisations continuent de prospérer. En Grèce, par exemple, regardez ce qui s'est passé. Il y a des pays entiers aussi comme la France ou la Belgique où des communautés entières subissent un processus de radicalisation très extrême. Est-ce qu'on mène des actions contre ces organisations? Pas vraiment. Pas en Angleterre, pas en Belgique, pas en France. Les gardiens de la Révolution construisent même des mosquées là-bas. L'argent des organisations terroristes circule même au sein des mafias criminelles via le blanchiment d'argent. Je ne vois pas d'action concrète contre tout ça. On va parler de la France dans un instant, mais avant, on va évoquer ce qui se passe aux États-Unis. 80% des sénateurs démocrates ont récemment voté contre la vente d'armes à Israël. Alors, comment l'État d'Israël peut-il influencer à nouveau ces sénateurs et l'opinion publique américaine? Et craint-on de perdre le soutien des États-Unis à l'avenir après le mandat de Donald Trump? לאבד את התמיכה של ארצות הברית בעתיד, אחרי כהונתו של דונלד טראמפ. Oui, c'est un défi auquel nous sommes confrontés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on assiste à des bouleversements tectoniques au sein des forces politiques dans le monde, à gauche comme à droite. Ce qui définissait idéologiquement et économiquement la gauche de la droite il y a quelques années n'est plus la réalité d'aujourd'hui. On voit aujourd'hui que ce qui définit la gauche, ce sont les processus de mondialisation, d'islamisation et d'immigration, et la droite, le camp plus nationaliste, plus conservateur, souhaite préserver l'histoire et les ressources pour le bien des citoyens. C'est un discours complètement différent et c'est pourquoi Israël est également un symbole dans le débat entre la droite et la gauche. Ici, vous savez, c'est une vision différente et évoluée à laquelle nous devons nous préparer pour l'avenir. Il faut comprendre qu'à partir de maintenant, au sein du discours historique actuel, où il y a des courants islamiques extrêmes qui imposent leur idéologie, leur culture, leur religion de manière stratégique, les lois au sein de ces pays font que nous sommes en première ligne face à ce combat. Pour défendre les droits des femmes, les droits des minorités, les libertés individuelles, la démocratie. Et malheureusement, vous savez, même si nous agissons contre ces mouvements extrémistes, l'histoire finira par juger tout le monde. Mais nous sommes prêts à affronter tous les changements observés dans chaque pays du monde, y compris aux États-Unis, à partir d'une vision et d'une compréhension approfondie de la politique intérieure et des processus qui s'y déroulent. Concernant la France, le président Macron a déclaré que la démarche de l'Espagne contre Israël concernant la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne était légitime. Comment l'État d'Israël va-t-il lutter contre ces pays au sein de l'Europe? L'alliance solide avec les États-Unis est-elle un pilier important pour mieux lutter contre la France et ces pays? כדי להיאבק טוב יותר נגד צרפת ומדינות כאלו. C'est un élément important, bien sûr, mais il faut que l'Europe comprenne qu'elle a bien plus à perdre qu'Israël. L'Europe est l'un de nos plus grands partenaires en matière de commerce.
כן, אירופה היא אחת השותפות הגדולות ביותר שלנו למסחר וכולי. Mais au regard du processus de radicalisation religieuse des populations européennes, cela porte atteinte à leur activité économique, évidemment. Au regard de ce qui se passe actuellement, tout cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur l'économie des pays européens. L'Europe perd sa position dominante, elle perd son pouvoir d'attraction et au final, ce sont ses citoyens qui en payent le prix. C'est justement à cause de ces décisions qu'elle perd ce pouvoir. Et malheureusement, si l'on regarde les citoyens, regardez, ils ne peuvent plus acheter une maison, des contrats sont annulés, la croissance économique n'est pas au rendez-vous, l'ouverture d'entreprises ou d'usines est en baisse. L'Europe perd du terrain. Et si elle décide de rompre ses liens avec Israël, alors ce sera une perte pour elle comme pour nous. Nous ferons tout pour empêcher que ça se produise. Regardez par exemple le pôle de richesse en Norvège. Israël reçoit une très grande partie des investissements dans la recherche et les startups. Notre pays, plus que quiconque, collecte l'argent et leur offre un retour sur investissement bien plus important. Pour chaque shekel, chaque dollar ou chaque euro investi en Israël, le pays qui les investit gagne beaucoup d'argent, ce qui leur permet d'investir dans d'autres projets. Du point de vue de la sécurité aussi, l'Europe a besoin d'Israël et encore plus dans le contexte actuel. Et je pense que l'État d'Israël l'a prouvé très clairement. Vous savez, la résilience dont l'État d'Israël a fait preuve pendant cette guerre d'une manière très complexe sur 6 fronts en même temps, le fait que le marché est encore en pleine croissance dans le pays, que le nombre de start-up qui s'ouvrent ne cesse d'augmenter et que le shekel se renforce encore face aux autres monnaies, prouve la stabilité de notre pays et la confiance affichée par le marché israélien. Tout ça pour dire que les Européens auront besoin de nous. Nous continuerons donc à tenir à nos principes, ce qui est juste pour Israël et pour eux. Et j'espère vivement qu'ils mettront fin à ce processus suicidaire interne au nom d'idées romantiques qui ne sont rien d'autre qu'un asservissement absolu de leur culture, de leur économie et de leur peuple. Après vous, la France est-elle derrière la brouille observée entre Israël et l'Ukraine sur l'histoire de ce bateau russe rempli de céréales? Avez-vous des indications à ce sujet? Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment, mais ce que je sais, c'est qu'avant tout, c'était de l'hypocrisie. Quand on voit des pays comme l'Algérie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et d'autres qui ont reçu ces mêmes marchandises, et là, personne n'en a parlé. Et lorsqu'Israël les reçoit, alors là, ça fait les gros titres. Non, mais vous savez ce qui me déçoit vraiment? En fait, je suis déçue par nos amis ukrainiens. Lorsque l'Ukraine faisait face à des défis sécuritaires très dangereux, l'État d'Israël s'est tenu à ses côtés. Nous les avons soutenus. Ils savent très bien ce qu'Israël a fait face à la pression internationale, y compris pendant leur guerre. Et que malgré cela, ils choisissent de s'exprimer sur les réseaux sociaux et non d'employer les canaux diplomatiques traditionnels, c'est décevant. Ils avaient qu'à nous informer. Ils pensent que notre Premier ministre se trouve dans tous les ports du pays, qu'il est entre Haïfa, Ashkelon, Ashdod, Yafo ou Elat et qu'il vérifie chaque navire pour savoir d'où il vient et qu'est-ce qu'il contient? Non, soyons sérieux. Si vous avez les données qui prouvent que cette marchandise a été volée, alors fournissez-les tout simplement. Mais les dirigeants ukrainiens ont préféré s'exprimer dans les médias plutôt que de venir nous parler. Ça n'est pas une manière de se comporter quand on est des pays amis. Pensez-vous qu'ils ont essayé de convaincre l'Union européenne de sanctionner Israël? Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire derrière notre dos, mais ce que je sais, c'est que ça leur a fait bien plus de mal qu'à nous. Et ça me fait mal de le dire, vraiment même mal la manière de voir dont ils se sont comportés. Moi aussi, je les ai soutenus et j'espère qu'ils sauront nous parler la prochaine fois directement et non pas parler aux médias.
J'ai deux dernières questions car le temps nous est compté. Pensez-vous qu'il y a une chance de paix avec le Liban et y a-t-il une chance d'améliorer les relations avec d'autres pays musulmans? לנרמול יחסים עם מדינות מוסלמיות אחרות. Tout d'abord, nous nous trouvons à un tournant historique incroyable, jamais vu, sans précédent. Je pense que ce dialogue avec le Liban, et je tiens à le souligner, est un événement historique mondial. Ce dialogue mené par un représentant libanais et un représentant israélien, c'est quelque chose d'inédit. Rappelez-vous qu'au Liban, il existe une loi qui interdit les contacts avec des personnalités israéliennes et pourtant aujourd'hui même, ils mènent des discussions directes. Vous voyez les avancées, vous voyez les échanges qui ont lieu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. C'est vraiment sans précédent. Ça veut dire que les intentions sont là. Est-ce qu'il y a des actions derrière tout ça? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a une ouverture et en fin de compte, nous sommes face à la paix. L'État d'Israël veut la paix, il veut la coopération. Et je pense... Il y a beaucoup de peur aussi, Sharin, côté libanais. Il y a beaucoup de peur, c'est vrai, mais les intentions sont réelles et sincères et on les voit. La question, ce sont les actions après. Et là, on doit voir si les dirigeants commencent à faire pression pour un cessez-le-feu, s'ils agissent contre le Hezbollah. Les dirigeants libanais ont une opportunité maintenant. Vous savez, j'ai entendu dire, même si j'ai pas eu la confirmation, qu'après les tirs de roquettes du Hezbollah contre Israël, les dirigeants libanais ont procédé à des arrestations au sein de terroristes du Hezbollah. Ça serait vraiment un événement sans précédent. C'est une action qui montre à quel point leurs intentions sont sincères. Et chaque action de ce type renforce cela. C'est vrai, le gouvernement libanais devrait geler les avoirs iraniens dans les banques de la Darhi à Beyrouth ou empêcher leur transfert via l'aéroport de leur capitale. Ils ont de nombreuses actions à mener pour chasser l'Iran du Liban. C'est la République islamique qui en fait dirige ce pays depuis des décennies. Mais il y a une formidable opportunité pour l'amitié et la paix entre nos deux pays. Et pour finir, comment vous voyez Israël dans 10 ou 20 ans, Sharin? Oh, wow. Oh là là, c'est compliqué. Alors, nous devons œuvrer dans un premier temps à faire disparaître la menace des gardiens de la révolution islamique. Je ne ferme pas les yeux sur ce qui se passe en Syrie ou ailleurs et la montée des forces extrémistes auxquelles nous devrions apparemment faire face dans une autre décennie ou dans 15 ans. Avec la montée des radicaux, des extrémistes, des islamistes et des meurtriers, je parle par exemple du Qatar, de la Turquie, des frères musulmans. Je vois tout ce qui se passe en Jordanie, ce qui se passe en Égypte. Ce sont des grands défis auxquels nous allons devoir faire face. Et nous espérons toujours le meilleur. J'espère, vous savez, que nous serons capables de résoudre les problèmes et les crises par des moyens diplomatiques, par le dialogue. Je suis aussi réaliste, vous savez, j'ai les pieds sur terre et je comprends que les choses ne se passent pas toujours comme nous aimerions qu'elles se passent. Sharin Haskel, merci beaucoup. Merci à vous.